Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle rencontre Un endroit où aller spécial les mercredis d'Actes Sud où j'ai l'immense plaisir de recevoir ce soir Mohamed Kassimi. Bonsoir Mohamed, Bonsoir, comment allez-vous? ça va? Bon, je vous reçois ce soir pour parler de votre, j'ai envie de dire, moi j'ai envie de dire merveilleux récit. Il est puissant, il est tous les qualificatifs positifs, j'ai envie de dire, qui s'appelle Feu de Dieu, qui est sorti en mars dernier aux éditions Actes Sud et je vais montrer tout de suite la couverture. Je vais rappeler à ceux qui nous regardent qu'ils peuvent vous poser des questions par notre intermédiaire et Frédéric de Gelt se fera un plaisir de venir vous les poser en fin d'émission. Mohamed, je vais vous demander de nous donner les grandes lignes de ce récit ou faire un résumé, ce que vous voulez, soit les grandes lignes, soit le résumé, en 1 minute. En 1 minute. Alors, préciser une chose, il ne s'agit pas d'une autobiographie. Je dirais, c'est une autobiographie collective qui raconte à la fois mon parcours personnel, les dernières années c'est l'enfance, hein, c'est de l'Algérie française, la découverte de l'indépendance avec ses désillusions, le rapport à la langue aussi, et puis il y a un fil rouge qui traverse ce roman de part en part, c'est la figure de la mère, la mienne, qui accompagne tout ce récit jusqu'à sa disparition. Voilà. C'est très 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 bien. Alors, votre premier livre, vous l'avez écrit en 1987. Alors, il faudrait plus d'1 heure pour évoquer tout votre parcours, parce que vous êtes aussi dramaturge, non seulement, vous écrivez aussi dans la presse, vous avez été producteur télé. Quel regard portez-vous sur votre cas? Parce que, alors, vous avez dit que c'est pas une vraie autobiographie, mais on a l'impression que c'est quand même un focus sur le retour en arrière, sur la genèse. Quel regard portez-vous sur votre parcours? Quel regard Je crois que ce livre est un peu un retour aux racines, un retour aux sources. Il fallait absolument, parce que mon parcours est un parcours complètement de rupture, de départ, d'exil, de fracture, je dirais aussi, et de zapping permanent. Je suis passé en arrivant en France de la poésie au roman, puis du roman au théâtre, après de la littérature jeunesse, retour au théâtre, c'est-à-dire à un touche-à-tout, peut-être bon à rien, je n'en sais rien, mais je voulais faire un peu la synthèse de tous ces genres que j'ai pratiqués en étant là depuis une quarantaine d'années, et de dire voici la synthèse, voici le noyau, je dirais, qui m'a permis d'alimenter tout ce travail d'auteur depuis l'origine. Donc, voilà, c'est un parcours je dirais, en mosaïque, en kaléidoscope, où j'ai essayé de toucher à pratiquement à tous les genres, commençant par le roman, passant par la télévision, la production radio, l'écriture pour la jeunesse à laquelle je tenais beaucoup, parce que je pense et j'ai toujours pensé qu'un auteur n'est pas sérieux s'il n'écrit pas pour les enfants. Ah Voilà. bon, d'accord. Oui, oui, c'est une autre école, on y reviendra. Ouais, tout à fait. Est-ce qu'on pourrait résumer par une question votre récit en disant que c'est comment se construire sans renier ses racines, en gros? Tout à fait. C'est comment se former, comment se forger et comment se dresser contre les siens en gardant, je dirais, l'essentiel de ce que nous avons pris d'eux. Pour les gens qui n'ont pas lu le livre, ce livre raconte un peu l'histoire d'un enfant qui est né dans un milieu et dans une société complètement fermée, musulmane, dans un centre soufi, qui est complètement voué à la pratique de la religion, qui est tourné plus vers le ciel que vers la terre, et qui est dans une sorte
de rupture d'avec le monde d'ici-bas qui est dans ce lien complètement spirituel et complètement un lien de dévotion et de pratique religieuse. Donc j'ai été imprégné de cette culture-là musulmane et puis surtout le rapport à la langue arabe qui a été presque la matrice, je dirais la colonne vertébrale, même presque la moelle épinière de cette enfance-là qui l'a nourrie, qui l'a construite, qui l'a structurée, et comment petit à petit, avec l'éveil au monde et l'éveil euh, à ce qui se passe ailleurs, et notamment à la littérature française, je suis passé de cette culture traditionnelle complètement hermétique, fermée au monde d'aujourd'hui, d'hier, vers cette culture qui m'a servi de tremplin vers le monde, tout en gardant avec moi l'essentiel de cette culture d'origine, qui me sert aussi aujourd'hui dans mon travail, et de changer à la fois de terre, j'ai quitté l'Algérie en 82, de changer de langue de travail et d'expression aussi, et d'écriture. Voilà, c'est presque une série de ruptures qui jalonnent tout ce parcours de l'enfant jusqu'à l'auteur aujourd'hui. Moi, quand j'ai réfléchi comment parler de votre texte, je me suis dit c'est quand même un texte très engagé, qui est habité, qui part de l'enfance, qui va prendre les chemins ben, à la fois justement de l'enfance et aussi d'un pays qui est l'Algérie pour arriver à la France. Comment vous avez... Alors, il y a beaucoup de thématiques dans votre récit qui auraient pu être des thématiques d'un roman. Pourquoi avoir choisi justement le récit et pas fictionné? Je voulais quelque chose de plus frontal, c'est vrai. Plus Quelque chose, violent ou frontal? hein? Plus violent parce qu'il y a quand même de la alors je vais mettre des gros guillemets à la violence parce que je veux dire c'est percutant, Oui, voilà. C'est pas de la violence, ça percute, c'est-à-dire que quand ça on rentre dans percute. votre Oui, livre, on a quand même, on prend un peu, c'est fort quoi, c'est puissant. Oui, c'est abrupt. Je dirais, oui, je tenais à une forme de vérité, de cracher ce que j'avais dans le ventre de cette histoire qui est une histoire très, très compliquée, qui est une histoire qui n'a pas fini de faire des remous de part et d'autre dans la conscience algérienne et dans la conscience française. Et on arrive à un moment, je pensais, c'est vrai, qu'avec le temps, on allait surmonter ces blessures, on allait surmonter ces traumatismes. Et plus on avance, et plus cette chose-là, ces traumatismes de la guerre d'Algérie, du départ, de l'amputation, ou cette blessure narcissique française qui a été l'abandon de l'Algérie française, remonte à la surface. Et j'arrive à ce moment-là, et ça a été un moment d'interrogation personnelle, de dire d'où vient cette douleur partagée, parce que nous n'avons pas su la nommer depuis. Nous avons évité du côté de l'Algérie, ça a été la glorification, du côté français, ça a été une sorte de mutisme et d'évitement, et il fallait absolument aller au feu. D'où le choix du récit, de dire j'assume complètement, on ne peut pas fictionnaliser, c'est-à-dire de prendre la parole comme un témoin vraiment et de dire comment j'ai vécu, moi, enfant de l'Algérie indépendante, j'ai ouvert les yeux sur le monde au moment où la France quittait l'Algérie, c'est quelque chose qui est perdu dans le brouillard, c'est des souvenirs d'enfance très très flous, mais j'ai essayé de préciser au maximum ces moments-là et de dire comment ce pays va basculer de cette présence française qui va durer plus d'un siècle et demi vers une indépendance qui va s'avérer très improbable et très très chaotique et contraire à toutes les illusions que nous avons eues au moment de l'indépendance. Et c'est pour ça que, pour répondre à ta question, le choix du récit, parce que le roman
on aurait pu édulcorer un peu cette matière-là. Alors que le récit est dans quelque chose, dans un rapport, je dirais, dans un rapport de franchise totale par rapport à cette histoire très complexe et très compliquée. Mm. Est-ce qu'il a été douloureux à écrire ce récit? J'ai mis pratiquement 7 ans à l'écrire. Et le déclic, ça a été j'étais comme une femme enceinte qui avait du mal à accoucher. Et ça a été presque, je dirais, par césarienne. C'est-à-dire que la mort de la mère, de ma mère, a été le facteur déclencheur de ce récit. Et quand elle est morte, ce que je raconte dans le livre, ça a été la digue qui a cédé enfin et qui a permis à ce récit de venir au monde. Il y avait quelque chose de l'ordre peut-être de la pudeur, de l'ordre de la peur, et puis au moment où elle s'efface, j'ai réussi à voir en face cette enfance-là, ce parcours. Il y avait une page qui se tournait et qui devenait, avec sa mort, quelque chose à la fois de douloureux, quelque chose comme une sorte de blessure, mais quelque chose de visible enfin. Il y a cet orage qui passe, qui est la mort de la mère, et puis le deuil et l'éclaircie qui permet au récit de faire surface après. Mm. Il y a aussi la mort en filigrane, parce qu'on commence avec des descriptions de cimetières, puisque là où vous avez grandi au tout début, alors, la cité c'est El, je sais pas si je vais El Hamel, oui. Voilà, vous allez mieux le prononcer que moi. Il y a toute une réflexion, et moi ce que j'ai envie de dire, ce livre, ce qui se transpire, c'est votre écriture. C'est-à-dire que vous avez une écriture qui est emplie de nostalgie, qui est belle. Moi je ne suis jamais allée en Algérie. Vous avez des descriptions d'Alger qui sont quand même merveilleuses, magnifiques. Alors, c'est Alger ou c'est l'Algérie qui est un personnage dans votre livre? On ne sait pas, hein. Oui, je crois que c'est l'Algérie. Alger occupe une place fondamentale dans ce récit parce que ce que je raconte, nous avons eu la chance de débarquer à Alger et c'est rarissime dans l'histoire de l'humanité. Je crois que ce n'est arrivé qu'au Cambodge, qu'une ville ou une capitale, c'était la deuxième ville de France, elle a été la capitale de la France libre pendant l'occupation. Et du jour au lendemain, il y a 1,5 million de pieds noirs qui vont prendre leurs valises et quitter l'Algérie. Ça ne s'est jamais vu, c'est-à-dire l'essentiel de la population qui faisait marcher ce pays économiquement, euh, qui tenait tous les leviers de l'économie, et des terres, des propriétés, de l'argent, des banques, des exportations, qui partent comme ça d'un coup de main, il y a une disparition, et nous, on arrive dans cette ville complètement vide, avec toutes ces propriétés de grands bourgeois qui ont décampé, qui ont pris le bateau. Et surtout, l'idée, c'est que dans l'imaginaire français, il y a toujours cette image des pieds noirs sur les quais avec une valise et qui regardent le Kérouan ou le Marseille et qui partent. Et on a l'impression que le rideau tombe, il n'y a plus personne après ce départ-là. Et l'idée, c'était de dire non, l'Algérie ne s'est pas éteinte comme une ampoule après le départ des Pieds Noirs. Il y a quelque chose, il y avait 9 millions d'Algériens qui vivaient là-bas, qui étaient chez eux depuis des siècles, qui ont continué à vivre et dire comment ils ont continué à vivre, ces enfants-là. Comment ils ont découvert leur pays, comment ils ont pris à bras le corps, leur indépendance. Et une chose fondamentale aussi, c'est la question de la langue qui est très très importante. C'est qu'on a toujours l'impression que la langue française s'est implantée ou Ah, il y a une petite coupure de réseau, malheureusement. Je sais, j'ai, j'espère. Ah, ça a coupé ou il y a On n'a pas entendu ce que vous aviez dit, durant Mohamed. les 100 années. Il y a eu une petite coupure Non, de... vous? Juste une petite Non, coupure, pour ça moi, a c'est figé. bon.
Ah, mais on n'a pas entendu la fin de votre phrase. Est-ce que Ouais. vous pouvez juste répéter ce que vous Ouais, avez je dit? disais que on a l'impression que la langue française a imprégné au plus profond la société algérienne pendant les années de la colonisation, ce qui est une vision complètement fausse. C'est-à-dire que à partir de Ferry, les grands colons se sont opposés au fait que les petits indigènes puissent aller à l'école française dans un calcul complètement idiot, en disant, s'ils vont à l'école, ils vont apprendre cette langue, ils vont réclamer des droits. Et s'ils réclament des droits, c'est pas bon pour nous. Donc, autant maintenir cette masse d'indigènes qui servaient surtout de chair à canon à partir de la guerre de Prusse, à partir de la guerre du Mexique, du Madagascar, de 14-18, 39-45, Diem bien fou, les Algériens étaient là en masse, arrachés par l'armée française et son solde aussi. Et ce n'est quand la France quitte l'Algérie, il y avait 98% de personnes analphabètes. Et la langue française va commencer son aventure avec l'indépendance de l'Algérie. Avec l'école algérienne, comme il n'y avait pas de cadre algérien pour nous apprendre à lire et à écrire, il n'y avait que des cadres français ou des cadres algériens qui avaient été formés par l'école française. Donc, la vraie aventure où la langue française fait son entrée dans l'histoire d'Algérie au moment où la France quitte l'Algérie. Et ça, c'est très important à dire. Ce qui est aussi d'intéressant, c'est qu'il y a aussi un récit initiatique, c'est-à-dire qu'il y a aussi votre rapport à la langue. Et ça, c'est magnifique parce que on comprend très bien que vous êtes très attaché à la langue arabe, mais il y a aussi la puissance de la littérature française qui va arriver. Il y a un point de bascule, c'est quand vous faites une rencontre, et c'est souvent avec un professeur de français qu'on a un point de bascule. Est-ce que vous pouvez nous raconter qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ah oui, c'est un moment où je raconte toute la difficulté à sortir de cette langue maternelle, de cette langue des ancêtres, qui était là très, très enracinée en moi et qui était une sorte de, disons, de bouclier contre la présence de l'autre, entretenu par les parents, par les ancêtres. Et il y a cette rencontre merveilleuse avec ce prêtre ou ce curé stéphanois qui avait pris fait et cause pour l'Algérie indépendante et qui va m'orienter comme ça vers la découverte de la littérature en étant au premier moment de l'adolescence. Et ça a été un moment de bascule extraordinaire qui va m'entraîner ou me faire changer complètement de cap au niveau de ma trajectoire. Alors c'est marrant parce que vous avez évoqué le livre Sans famille d'Hector Malot. Oui. C'est pas souvent les auteurs quand ils ont un livre qui les marque, c'est pas forcément celui-là. Pourquoi particulièrement celui-là? C'est parce qu'il y a la famille qui n'a pas de famille, que vous aviez une famille omniprésente. C'est quoi qui vous a touché ou marqué? Ce qui m'a touché, alors là, ça remonte à loin chez Malo, c'est à la fois en étant dans une très grande famille avec ses pesanteurs, avec ses lois, ses codes, sa rigueur, et de dire, il y a un enfant qui a le bonheur de ne pas être soumis à cette loi de la tribu, à cette loi du clan. C'était pour moi quelque chose d'extraordinaire dans ce roman. Et la deuxième chose, c'est le voyage. C'est-à-dire, quelle est cette liberté que peut avoir un enfant qui un jour va faire toutes les routes de France à la recherche d'un rêve impossible et qui était complètement libre, qui n'avait aucune forme d'attache et qui va, comme le raconte le roman, passer de ville en ville avec toutes les aventures qu'on connaît dans Sans famille. Alors vous allez plus loin parce que je vais vous citer justement à propos de ce livre. Vous dites, dans ma tête, la barrière entre la fiction et le réel vient de s'effondrer. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire que vous pensiez que dans les livres,
C'est quoi cette barrière entre qui s'est brisée là entre la fiction et le réel? Alors je sais pas si Mohamed m'entend, il y a encore une petite coupure. Oui, ouais. Euh, Il y a un moment où j'étais, est-ce que le mot est juste, presque, je dirais, intoxiqué par la littérature. Voilà. D'accord. Je lisais nuit et jour et je raconte l'effroi de ma mère qui ne comprenait pas son enfant. Il y a des mères qui voient leur enfant jouer, faire devant des écrans vidéo 24 sur 24 ou devant des écrans de smartphone. Et la mienne était effrayée parce que je ne lâchais jamais un livre. Et c'était son effroi en me disant, mais mon fils, où est-ce que tu veux aller? Qu'est-ce que tu fais avec ça? Parce qu'elle ne comprenait pas. Elle parlait, elle écrivait en arabe, mais le français n'était pas sa langue. Et il y avait quelque chose de, disons, de l'intoxication par la littérature, à tel point, c'est vrai ce que je raconte à un moment donné, que je ne voyais plus la frontière entre la réalité et la fiction. Pour moi, c'était la même chose. C'était les deux faces de la vie entre lesquelles il n'y avait aucune barrière. Et c'est pour ça que je peux passer d'Hector Malot ou de Grand Molne vers la réalité qui est complètement autre, la réalité algérienne. C'est votre père qui parlait français, hein, je crois. Oui, oui, C'est ouais. ça. Donc comment on fait, c'est-à-dire qu'on parle à sa mère, comment on peut expliquer à sa mère bah, que finalement la littérature qui n'est pas de sa langue ouvre des portes et est un éveil pour vous, un truc merveilleux. Comment on fait pour expliquer ça à sa mère? Est-ce que son père le comprend mieux parce qu'il parle le français? Qu'est-ce qui se passe? Comment on fait pour expliquer ça à sa mère que les livres, bah, ça permet de s'évader, que ça permet d'exister quoi quelque part de... Je ne sais pas si on peut, c'est-à-dire, c'est comme si tu me disais, est-ce qu'un enfant aujourd'hui peut expliquer à sa mère qu'il trouve un très grand plaisir dans les jeux vidéo? C'est inexplicable. Une mère ne peut pas rentrer dans la tête d'un enfant qui est pris par cet univers auquel elle n'a pas accès, même si elle a tous les codes aujourd'hui. Et c'était la même chose à l'époque d'être dans cette transe-là. Oui, le mot, c'était une transe, c'est-à-dire d'un enfant qui est capable de lire deux, trois livres par jour, de ne pas dormir et de dire, voilà, le monde réel, ce n'est plus le mien, c'est le monde de la littérature. Et une sorte de déménagement, je dirais, et d'occupation comme ça du livre à la place du lieu réel. Mais ça, c'est quelque chose d'inexplicable. Aujourd'hui, je pense que n'importe aussi quel enfant qui est pris dans le tourbillon de la vidéo ne peut pas expliquer la fascination ou l'évasion ou la rêverie que lui procure cet univers-là complètement onirique, parfois très très violent, qu'est la vidéo et qui n'aura pas les mots pour expliquer à la mère qui sera complètement intriguée par la fascination qu'exerce cette nouvelle technologie sur sa progéniture. Et je me suis demandé comment, quand on choisit d'écrire un livre aussi intime, on fait pour choisir bah, ce qu'on veut révéler ou garder en silence. Est-ce que ça, c'était compliqué ou dès le départ, ça a été une évidence? Ça, je peux le dire, j'ai envie de l'écrire, ou ça, non, je peux pas, je le fais pas. Euh, le souci, c'est qu'il y avait tellement de choses, il y avait pratiquement chaque chapitre était le sujet d'un roman. Et là, le souci, c'était de faire le tri là-dedans, de dire, est-ce que je peux, parce que c'est une histoire très compliquée, c'est une histoire qui touche à des zones tellement sensibles des deux imaginaires de part et d'autre de la Méditerranée, qu'il fallait faire le tri à un moment donné. Euh, pour l'intime, je crois que je n'ai pas eu tellement d'autocensure par rapport à ça. J'ai dit ce que j'avais à dire, les choses, par exemple, le rapport à Dieu, le rapport à la sexualité, ce sont des choses complètement taboues, mais je n'ai pas eu de problème à les nommer, à les écrire. Mais le souci, c'était vraiment de
de faire le tri, de dire ça oui, et puis ça non, sinon j'étais submergé par, par la masse de choses à raconter, surtout que nous avons eu une trajectoire avec mon père, ça a été une sorte de tourbillon de l'enfance qui a été très très riche et qui m'a permis d'amasser cette matière extraordinaire de la découverte de mon pays enfant, et puis de toutes ces ruptures et ces transitions, et il fallait à un moment contenir ce flot et de dire, voilà, il y a ces choses-là qu'on peut dire, et puis d'autres, peut-être, ça sera pour plus tard. Je vais revenir juste sur le titre, donc qui est Feu de Dieu. Je me suis demandé si le feu que vous évoquez, est-ce que c'est davantage l'illumination intérieure ou c'est justement la destruction du monde et des hommes? C'est quoi ce feu? Alors, c'est un titre auquel je tiens beaucoup. Eva m'avait dit que le titre était pris, donc quand elle était là, j'étais vraiment triste parce que je pensais que j'avais pas d'autre titre que de dire Feu de Dieu. C'est à la fois un éclatement, un éclat, une apothéose, quelque chose de très très beau qu'on ne peut pas nommer. C'est aussi la violence de Dieu qui est là, qui traverse tous ces moments de l'enfance avec le texte sacré que l'on retrouve, et puis aussi feu sur Dieu, euh, comme dirait Aragon, feu sur Bloom, c'est feu sur Dieu. Et ça réunit toutes c'est vraiment, ça réunit plusieurs faisceaux et plusieurs strates ou significations, parfois contraires, et ça part aussi, comme le roman, c'est une sorte de gerbe, je dirais, sémantique qui résume un peu le côté kaléidoscopique de ce texte-là. Et si on enlevait le mot Dieu au titre, est-ce que le récit aurait, dirait la même chose? Ou est-ce que précisément ce mot, Dieu, fait que ça change entièrement notre manière de le lire, à votre Bah, avis? oui, c'est complètement parce que tout le parcours, c'est un parcours qui se fait pour se libérer de cette éducation traditionnelle, divine, de cette omniprésence de Dieu dans ce milieu qui est fermé, qui est consacré et dévoué entièrement à la religion. Et si on enlève ce pilier central qui est à l'origine de cette révolte ou de cette envie de rupture, on perd complètement le sens du récit, oui. Donc, alors, je vais remontrer la couverture. J'aimerais bien qu'on parle de cette couverture où il y a des oiseaux qui volent. Et des pigeons. Des pigeons, plus exactement, vous avez raison. C'est quoi? C'est la liberté? Ça représente quoi? C'est une image de l'enfance. Je décris à un moment donné le ciel parce que mon village se situe sur les hauts plateaux. Et à l'époque, il n'y avait pas la pollution nocturne ni la pollution que nous avons aujourd'hui. Et le ciel était d'un bleu qu'on retrouve parfois en Provence, mais pas avec la même intensité. Et il y avait des milliers de pigeons qui étaient là. Et donc l'image qui m'est restée, je disais, j'en parlais avec mon éditeur, avec Olivier, je disais, mais il faut absolument ne pas tomber dans quelque chose d'exotique dans l'illustration de ce livre. On va pas mettre ni le désert, parce qu'il ne s'agit pas de désert, ni de mosquée, ni de village traditionnel, mais quelque chose qui soit à contre-pied de toutes les représentations qu'on puisse en faire. D'où, et j'avais insisté, d'avoir un ciel avec ces pigeons-là. On n'a pas réussi, malheureusement, malgré toutes disons,
et tous les progrès de l'intelligence artificielle, avoir ce bleu indigo auquel je tenais. Malheureusement, donc, on a fait un bleu un peu, une couleur un peu émeraude qui est là, que je trouve très très belle. Oui, tout à fait. Alors, on a parlé de la lecture. Moi, je voudrais parler de l'écriture. Parce que c'est quoi qui a été vraiment le déclic pour vous d'écrire votre premier roman en 1987? Il s'appelait Le Le Mouchoir, c'est ça? mouchoir, oui. Ah. Euh, le premier roman, quand je suis arrivé, j'étais complètement subjugué par la littérature des... Je sortais d'un pays qui vivait sous un socialisme étatique avec une dictature du parti unique. C'était pas le paradis, hein. Euh, et j'étais fasciné par Zinoviev, les auteurs béantes, par Kundera, par tous ces auteurs des pays de l'Est. Et j'ai écrit ce roman, je crois, en un mois, Le Mouchoir, qui était une satire très très féroce de la société algérienne à l'époque. Et, et après, je me suis orienté vers la littérature, vers l'écriture du théâtre. Et ce qui distingue l'écriture théâtrale, je dirais, c'est une écriture complètement squelettique, c'est-à-dire que la langue n'a aucune importance, comme disait Vitesse, il faut que chaque mot se transforme en acte. On est obsédé par la transition, par la métamorphose de chaque mot, et la langue est en retrait. Et en commençant l'écriture de Feu de Dieu, j'ai retrouvé avec jubilation, et ça, j'espère que ça se sent dans le livre, de dire enfin, je n'ai pas la contrainte de la scène, je n'ai pas la contrainte du temps, je n'ai pas la contrainte du corps des comédiens, je n'ai pas l'exigence du metteur en scène, je suis entièrement libre. Et je vais m'en donner à cœur joie dans ce récit par rapport à la langue, de dire comment jouir et faire jouir la langue dans ce texte-là. Et je pense que c'est ce que j'ai voulu faire, à la fois ce moment de jouissance verbale où la langue porte à la fois un chant, porte une blessure, elle est traversée par cette figure extraordinaire de cette mère éprise de liberté avec qui je vais traverser, euh, disons, toute l'enfance et puis un pan de l'âge adulte, parce que on n'avait pas l'écart d'âge était minime entre tous les deux, entre nous deux. C'était plus une sœur qu'une mère. Et ça commence par sa solitude et ça se termine euh, par son, je dirais, son envol à la fin, pour ne pas dévoiler le récit. Et donc, c'est pour ça que le texte porte toutes ces années-là où la langue était bridée dans l'exercice de l'écriture théâtrale. Et à un moment donné, il y a comme une sorte de digue qui cède et une envie de revanche sur cette traversée du désert et cette austérité qu'impose l'écriture théâtrale et de dire, ouf, je reviens au roman et là, je vais être complètement libre et complètement moi-même par rapport à la langue et par rapport au style. Et par rapport à votre éditeur, est-ce que vous avez été complètement libre d'écrire ce que vous voulez? Ou est-ce qu'on vous a dit, bah ça, c'est pas, en France, c'est pas politiquement correct? Est-ce qu'il y a eu des censures ou pas du tout? Pas du tout, pas du tout. Aucune, aucune. Je sais que ça a été perçu au début comme une sorte d'objet étrange, parce que ça sort de tous les cadres. Il y a quelques lecteurs qui faisaient part de leur perplexité devant cette ovni, mais tant mieux, hein, je ne suis pas Musso, je ne suis pas Becbédé, donc on Mais c'est vrai fait que des choses qui sortent
qui sont en marge de l'ère du temps, il faut le Moi, dire. j'étais un peu déroutée au début parce que donc on rentre dans ce roman où c'est assez percutant, c'est comme je disais un petit peu violent et on sait pas trop où vous allez nous amener. Et puis petit à petit, on commence votre écriture, elle fait l'effet les descriptions, l'atmosphère, parce que c'est aussi un roman d'atmosphère quelque part. La Méditerranée qui est là, qui adoucit les paysages et tout ça. Et puis il y a ce rapport à la langue. Et là, on comprend, on se dit mais la construction en fait, elle est géniale parce qu'il nous emmène là où on a envie d'aller, quelque chose qui nous rassure. Et c'est vrai que la littérature moi, j'ai envie de dire, elle rassure. Donc, on part de quelque chose où on ne sait pas trop et on arrive jusqu'à la fin où on voit mieux. Alors, vous avez dit, c'est pas une vraie autobiographie, mais on a de l'empathie pour ce petit garçon. Qu'est-ce que vous pensez qu'il dirait, ce petit garçon, s'il était là aujourd'hui et qu'il vous lisait à la fin du livre? Qu'est-ce qu'il vous dirait? Peut-être qu'il me dira merci parce que euh, je sais que c'est toute cette partie descriptive, sensorielle, qui ouvre le roman, c'était pour poser un monde, ou je dirais pour sauvegarder un monde qui a disparu. Ce dont je parle aujourd'hui avec la modernité, avec l'architecture nouvelle, avec les bouleversements de la société, toutes ces choses-là pratiquement n'existent plus. Et donc, c'était une entreprise, je dirais, de sauvegarde, d'une part, de la mémoire visuelle et de ce monde qui a été englouti par les dernières années. Donc, je voulais, en quelque sorte, dresser un mémorial pour ce lieu dont je suis originaire, qui m'a formé malgré toutes les vicissitudes, malgré toutes les contraintes, malgré toutes les censures, malgré toutes les pesanteurs, et une sorte d'hommage à ce lieu, je dirais, clos, hermétique, qui m'a permis, malgré lui, d'avoir toutes ces ouvertures sur le monde. Et donc, je pense que l'enfant que j'étais, s'il retrouvait ces pages-là, va retrouver une part de cette enfance qui a été engloutie par cette modernité aujourd'hui. Et qu'est-ce que vous avez vraiment voulu faire comprendre au lecteur? C'est que parfois, ce qui mène à l'extrême, ou au contraire, non, non, ouais, chercher à comprendre au lecteur que ce qui mène à l'extrême, ou contrairement à montrer ce qu'il y a toujours une part qui nous échappe dans la vie. C'est quoi? C'est-à-dire, C'est-à-dire, est-ce que vous avez voulu faire comprendre que ce qui mène à l'extrême, ça peut passer par tout, ça peut passer par la religion, ça peut passer par la famille, ça peut passer par toutes les thématiques que vous avez utilisées dans votre récit, ou au contraire, vous avez voulu montrer qu'il y a toujours une part qui nous échappe? oui, c'était parce que il y a une tendance assez lourde aujourd'hui qui consiste à simplifier cette réalité algérienne aujourd'hui, avec quelque chose de très très manichéen, de très binaire. Il y a des islamistes, il y a des femmes, il y a des femmes voilées, il y a voilà, c'est noir et blanc, etc. Et je ne voulais pas tomber dans ce travers-là qui rassure le lecteur parce que euh, le travail d'un auteur, c'est de ne pas rassurer un lecteur, c'est de ne pas le brosser dans le sens du poil, sinon on arrêterait d'écrire. Et la télévision est faite pour ça. Mais plutôt de, de semer en lui une part de perplexité et de lui mettre le doigt sur la complexité de ce monde qui n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît et qui n'est pas aussi scindé comme on a tendance à le dire, entre bons et méchants, entre gens de lumière et gens de l'obscurité, entre gens enfermés et d'autres qui cherchent la liberté. Et tout le récit va naviguer entre toutes ces contradictions et ces zones d'ombre et de lumière qui font la société algérienne aujourd'hui. Donc, c'est plus un récit qui est fait pour, comme une sorte, non pas une affirmation, je ne dis aucune vérité dans ce récit,
c'est plus une série de points d'interrogation et des moments de perplexité, d'amener le lecteur à des pauses devant des situations complexes, devant des moments complexes, des moments qu'on ne connaît pas du tout, et de dire voilà ce que je tiens à dévoiler, voilà ce que je tiens à dire, sans pour autant être dans un didactisme ou sans être donneur de leçons à aucun moment. Je vois que Frédéric est là. Elle doit avoir plein de questions à vous Oui, poser. oui, oui, il y a plein de questions et très, très diverses pour notre invité. Alors, j'ai une question de Jeanne. Jeanne est très, très touchée par tout ce que vous dites. Jeanne a le même âge que vous, elle est née la même année et elle est partie. Oui. Elle est partie, c'était une Française qui est donc née en Algérie. Elle est donc partie avec toutes ces personnes dont vous parliez tout à l'heure. Et elle dit, comment est-ce que si je lis votre livre, je vais me réconcilier avec ce déchirement parce comment vous avez fait, quel regard vous avez porté à 7 8 ans sur ce qui était en train de se passer? Est-ce que vous vous rendiez compte que quelque chose de grave se passait là? Non, 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 parce que on sentait plus un moment ça a été un moment de très grande joie, parce qu'on portait quand même la mémoire d'un peuple qui a failli disparaître de la carte entre 1830 et 1880. Il ne faut pas l'oublier, la guerre a été terrible par les armées impériales et napoléoniennes qui ont déferlé sur l'Algérie au temps de Bugeaud. Euh, donc on portait ce poids-là, hein. Après, euh, ce que je raconte, c'est que quand on a occupé ce quartier qui s'appelait Baïnem à Alger, avec toutes ces maisons de colons vides, avec les pigeons, avec les volières, avec les oiseaux, avec les chiens de race qui erraient dans les grands jardins, euh, on, on n'a touché à rien et on était persuadé que tous ces gens-là qui étaient là allaient revenir. Je crois que ça a duré comme ça 3 ou 4 ans. Donc il n'y a pas eu de notre côté, ça a été vécu comme une blessure dans leur chair par les pieds noirs, c'est vrai, mais de notre côté, ça n'a pas été vécu comme un moment de rupture avec quelqu'un. C'était plus, on accédait à quelque chose qui nous était interdit, mais nous ne l'avons pas vécu comme une sorte d'amputation ou de séparation de corps, comme on peut le croire. Pas du tout. Forcément, vous n'avez pas vécu de la même façon, Non, évidemment. non, pas du tout, pas du tout. Alors, Pierre revient sur c'est quelque chose que vous avez dit à propos de la langue française. Vous avez dit que la langue française a commencé réellement au moment de l'indépendance. Et il voudrait que vous précisiez dans quelle mesure, vous avez dit que c'était par rapport à l'analphabétisme du pays. Comment vous expliquez que cette langue s'est développée euh, auprès de la population au moment où justement les Français étaient partis? Bah écoutez, il y a toutes les statistiques de Gilles Meignet qui ont été établies là-dessus, sur les taux d'alphabétisation. Et on sait que le taux d'analphabétisme au moment où la France quitte l'Algérie était de 98%. Ça, c'est des choses historiques. Ce qui va se passer après, c'est comme un peu ce qui s'est passé à Cuba. Ça a été la généralisation de l'école. C'était l'école pour tous. Il fallait que tous les enfants d'Algérie aillent à l'école. Moi, j'ai été à l'école primaire et il y avait avec moi des enfants de 10, de 12 ans, de 14 ans qui étaient là dans les premières classes du CP. Donc, il fallait qu'ils apprennent à lire et à écrire. Et donc, il y a une généralisation de l'école obligatoire à partir de 62 et l'école, bien sûr, comme il n'y a pas il y avait ce que j'ai dit, de cadres algériens formés dans la langue arabe, il y avait certains qui étaient formés en français à l'école normale et beaucoup, beaucoup de ce qu'on appelle les pieds rouges, c'est-à-dire des Français soit catholiques ou communistes qui ont fait le voyage jusqu'à Alger, jusqu'à l'Algérie, pour encadrer
les écoles et encadrer la génération des enfants algériens pour leur apprendre à lire et à écrire, et qui a formé la première génération dont je fais partie. Et c'est là où il y a eu généralisation de la langue française à partir de 62, mais pas avant. Hmm. Alors Nathalie demande, par rapport à ce que vous avez dit, par rapport à la mère, à la disparition de la mère, qu'est-ce que vous dites dans votre livre qu'elle n'aurait pas pu entendre? Je crois que ce qu'elle n'aurait pas, je crois que c'est le rapport à la religion, qu'elle savait, mais que je ne disais pas. C'était des choses qui étaient sous-entendues, mais je respectais beaucoup. C'était une femme très, très, très croyante. Et j'avais mes convictions, elle avait les siennes. Il y avait entre nous quelque chose de plus fort que la foi qui nous liait, c'était l'amour qu'on avait l'un pour l'autre. Et je pense que la question de la religion, nous l'avons, elle y faisait allusion de temps en temps, mais c'était quelque chose que je n'aurais pas eu la franchise de dire tel que je le dis dans ce récit aujourd'hui, de la heurter, parce que c'est pas, comme disait je ne sais quel dramaturge, on fait pas de la littérature avec un marteau, et je ne voulais pas non plus écrire en sa présence avec un marteau, ça ne sert à rien. Mhm. Alors Anaïs, qui est comédienne, euh, est très surprise de ce que vous avez dit sur le fait d'être enfermée dans la dramaturgie et d'être plus libre quand on écrit un récit ou un roman. Et elle dit, mais alors la jouissance de la langue, pour vous, c'est s'affranchir de l'oralité? Alors, c'est pas, c'est pas la même chose, c'est-à-dire il y a une jouissance dans l'écriture théâtrale qui n'est pas, c'est pas vraiment, c'est deux instruments complètement différents. C'est comme si on joue du piano ou de la guitare ou du violoncelle ou du violon. On n'a pas le même rapport à la langue. Il y a une jouissance réelle quand on écrit pour le théâtre, parce qu'on est dans une économie de temps, dans un souci d'incarnation qui est là derrière l'écriture de chaque mot, euh, dans cette économie qui et dans cette condensation qu'impose le théâtre, et qui où on est complètement le premier chapitre, la description de Charles Bovary doit faire à peu près 1 heure sur une scène de théâtre. Donc on ne peut pas se permettre sur une scène d'avoir d'avoir le temps qu'on veut, alors que le roman permet effectivement cette liberté incroyable d'avoir son temps et je dirais de s'étaler. Voilà. Alors que l'écriture théâtrale impose un tempo, impose des limites, impose des contraintes qui sont des contraintes jouissives parce que aussi on travaille dans un cadre, je dirais, assez coercitif, mais qui apporte un autre plaisir par rapport à la langue. Ça c'est indéniable. Je ne fais pas de hiérarchie. Entre le piano et le violoncelle, entre le piano et l'accordéon, c'est deux musiques complètement différentes et deux manières de jouer la musique. L'une ne ressemble pas à l'autre. Hmm. Mon prof de théâtre disait, les mots sont des valises. Néanmoins, il Ben faut bien oui, choisir les valises. voilà. Euh, Vous disiez tout à l'heure que vous lisiez 3 livres par jour ou 4, que vous lisiez tout le temps. À quel moment vous avez compris que vous étiez un auteur, que vous alliez écrire? Je crois que j'ai eu ça très très tôt, très très tôt. Euh, à la fois par d'avoir baigné dans cette famille qui était fascinée, où tout le monde écrivait de la poésie et tout le monde je dirais, la poésie était là et l'écriture était là. Donc je n'ai rien inventé, je n'ai fait que dans une autre langue pour suivre une tradition familiale.
Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, je pense qu'à partir de l'adolescence, j'avais trouvé ma vraie maison et ma vraie terre dans le livre. Voilà. Et j'ai décidé à un moment donné, je crois aujourd'hui, et j'en suis fier, je n'ai fait que ça d'ailleurs, de, de vivre de ma plume depuis que euh, c'est pas Byzance, mais de dire, j'ai été jusqu'au bout de mon rêve d'enfant, de rester dans cette maison-là, qu'est la langue et qu'est la littérature, de bout en bout, de l'enfance jusqu'à l'âge que j'ai aujourd'hui. Oui, vous dites comme Bailly Nagjavani, j'habite ma langue. Voilà, j'habite à la maison et la langue de l'être, disait ce cher Heidegger. Est-ce que vous écrivez en arabe aussi? Jamais. Je traduis beaucoup du français à l'arabe aussi, et je traduis de l'arabe au français également. J'ai toujours ce que je dis un peu dans la présentation du livre. Je n'ai pas voulu faire Kateb était appelait ça la rupture du cordon ombilical Mm. euh, par rapport à sa mère, parce qu'on a eu pratiquement la même trajectoire. Mais lui a perdu à un moment donné ce cordon ombilical qui le reliait à sa mère et à la langue arabe. Et moi, j'ai jamais voulu couper ce cordon ombilical qui m'a nourri, qui continue à me nourrir. Donc, et j'ai été vraiment frappé par, c'est l'un de ses plus beaux récits dans le Polygone étoilé. Il parle de cet exil dans la langue quand il quitte la langue arabe et il va vers la langue française, au grand désespoir de sa mère. Et moi, en lisant ces pages à l'âge de 16-17 ans, je me suis dit non, je ne pourrais pas me permettre un jour de faire cette rupture et de couper à ce point ce cordon ombilical, il faudrait que je le maintienne euh, complètement en vie entre moi et cette langue. Vous avez un parcours incroyable et beaucoup d'écrits derrière vous. Vous avez parfois été interdit. Est-ce que vous pensez que il faut continuer à dire tout, quitte à être banni, mal compris ou à déranger avec ses écrits? Ben, je crois que euh, écrire, c'est remuer le couteau dans la plaie. Hmm. Voilà, sinon, on n'écrit pas pour caresser le public dans le sens du poil. Je pense que la littérature est là pour, non pas pour rassurer, mais pour éveiller, pour ouvrir les yeux. Et c'est pour ça que par moment, oui, j'ai fait des textes qui n'ont pas, qui ont suscité des réactions très très violentes et que j'assume pleinement, hein. Je ne regrette rien parce que c'est notre travail d'être là à quelques euh, comme des sortes de vigies par rapport à une société qui a du mal à voir sa réalité et que l'auteur ou le poète ou l'écrivain ou le dramaturge a pour mission de mettre le doigt sur là où ça fait mal. Et c'est ça la mission fondamentale de l'écriture. Mais Que vous ça, incarnez pas, hein, que vous incarnez parfaitement. voilà, donc, mais je ne regrette rien, je l'assume pleinement. Hmm. Je te rends la parole, Nathalie, pour clore J'aimerais cet bien épisode. que Mohamed me fasse un conseil de lecture. Qu'est-ce Moi que aussi. vous me conseilleriez de lire, Mohamed? Qu'est-ce que je conseillerais de lire? L'autre jour, je me disais, si je devais aller sur une île déserte, qu'est-ce que je prendrais comme livre? Hmm. Au début, ça va t'étonner. Je me suis dit, je vais prendre la Bible. Parce que, comme disait Calvino, la Bible n'est pas un livre, c'est une bibliothèque. Et puis, je me suis dit, non, je prendrai la correspondance de Flaubert.
Mm. Oui, rien Parce à voir. que il y a autant le personnage à la réputation d'être bougon, d'être de mauvaise humeur, d'être réac, etc., mais qui a été malmené parfois par ce pauvre Sartre, dans l'idiot de la famille. Mais quand vous rentrez, même aujourd'hui, dans la correspondance de Flaubert, c'est un moment de jubilation extraordinaire, de par sa lucidité, de par sa férocité, de par son amour, de par sa clairvoyance par rapport à la société française, à la religion, à l'amour, et puis son regard sur l'Orient qu'il détache complètement du regard orientaliste des autres. Et je pense que pour moi, c'est une œuvre majeure que je lirai, que je conseillerais à tous à le relire, même si ça rebute certains, mais vous trouverez un plaisir de lecture extraordinaire dans cette correspondance. Et moi, mon conseil de lecture, c'est Feu de Dieu, donc de Mohamed Khatami. Et pour l'amour de la langue, pour l'amour de l'Orient, hein, je vais un peu vous piquer vos mots. En tout cas, c'est une vraie découverte, mais vraiment, allez-y, n'ayez pas peur parce que vous allez, alors, ça va vous secouer, ça va vous déranger, mais il le fait très bien, Mohamed, son écriture. Vous allez voir, elle sublime le tout. Donc ça s'appelle Feu de Dieu, c'est aux éditions Actes Sud. Allez en librairie. En plus, vous allez avoir un jour férié pour lire vendredi, c'est fabuleux. Donc si vous voulez, sur le site, un endroit où aller, vous avez la possibilité d'acheter directement et vous serez redirigé vers des librairies indépendantes, c'est important de le dire, pour acheter donc Feu de Dieu aux éditions Actes Sud. Nous, on se retrouvera courant mai, on n'a pas encore la date, mais on va plonger dans Actes Noir. Parce que chez Actes Sud, il y a aussi des romans noirs. Et on rejoindra sûrement Olivier Barde-Capuçon pour son dernier roman, mais on vous en dira plus très très bientôt. En tout cas, Mohamed, c'était un plaisir de Merci à vous toi. recevoir. Belle vie à ce récit, donc Feu de Dieu. Frédéric, bonne soirée. Mohamed, Merci Merci Frédéric. à également, vous. bonne soirée. À très bientôt et allez en librairie et lisez autant que Mohamed. Je vous souhaite Merci. une belle soirée. Merci à tous. Merci.